Bon, donc je vous propose qu'on démarre cette séquence avec des élus ou des représentants des partis politiques. Alors, Christian Kert, je l'ai eu au téléphone, il m'a promis d'être là, donc je suppose qu'il va arriver en cours de route. Alors d'abord, je tiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais être très bref, vous remercier vivement d'avoir accepté cette invitation et au fond d'accepter de débattre. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la présence des élus de la République, c'est une présence indispensable pour que justement ce débat-là ne soit pas vain. Ça ne soit pas, en quelque sorte, des intellectuels qui entrent dans leur coin. Le deuxième point, c'est que je me suis engagé auprès de chacun des intervenants, et c'est tout à fait normal qu'il y ait un respect strict de leur parole, de leur position. Et enfin, les élus qui sont autour de cette table savent que je ne suis pas journaliste. Je ne sais pas mener un débat sur ce mode. Je ne cherche pas la petite phrase qui pourrait ensuite être reprise ici ou là. Donc mon rôle, ça sera de passer la parole à chacun. J'ai pris l'ordre alphabétique le plus simple. Peut-être quelques minutes chacun, et puis ensuite qu'un débat soit possible. Mon rôle est plutôt d'être discret. Je tiens à préciser à chacun, si quelquefois je me permets d'intervenir, ça ne sera en aucun cas pour apporter une critique ou un coup, mais pour revaloriser un point afin que peut-être il soit repris. Donc je m'engage auprès de vous. Enfin, je vais dire aux élus présents, j'ai plutôt une grande habitude, ça tient à mon âge, des débats, des présidences, des colloques, importants ou pas, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir autant d'élus et de représentants. Donc, voilà, sachez qu'on va quand même arriver à se débrouiller. Alors la question que je voulais vous poser, au fond, à chacun, peut-être dans un premier temps, y répondre, et ensuite, après la première séquence, il y aura déjà quand même quelque chose qui se dessinera, c'est, d'après vous, qu'il y a des hommes de terrain, et en même temps de réflexion sur ce qui se passe, en quoi donc les modalités contemporaines, actuelles, du vivre ensemble... Ah, voilà Christian Kert. Donc si Dominique Pascot veut bien l'accompagner... Donc, bonjour. Donc, nous n'avons pas vraiment commencé. J'ai dit que quelques mots de présentation. Donc, en quoi les modalités contemporaines, actuelles du vivre ensemble, expliquent-elles que le Front National est aux portes du pouvoir ? Et évidemment, une question qui pourrait s'en déduire, et alors, comment vous voyez, à vous, votre action politique ? Alors évidemment, c'est une question qui est suffisamment large, mais je ne suis l'instituteur d'aucun d'entre vous, donc ensuite je vous laisse faire comme vous l'entendez. Donc, exemple classique, je vais prendre pour la première séquence l'ordre alphabétique et ensuite une discussion, si vous voulez bien, entre vous. Donc, Michel Amiel ? Oui, avant de répondre à votre question, en bon politique que je suis, on me pose une question, on répond à côté. Non, je vais vous répondre très directement. C'était simplement vous remercier de l'invitation, et en ayant précisé que, c'est important, vous n'aviez pas honte des élus. Non, mais par les temps qui courent, c'est quand même quelque chose qui est très à la mode, et c'est pas facile forcément à vivre tous les jours. D'autant que c'est un élément de la réponse. Pourquoi le Front National, quelque part ? Bon, je tiens quand même à dire, sans faire un rappel historique trop long, que
Dans les années 70, il était à autour de 1%. Allez, on va caricaturer. Aujourd'hui, il est autour de 20%, d'après les sondages, et puis d'après les résultats à des élections locales en grandeur réelle. Et j'en veux pour preuve le résultat des régionales dans la région PACA il y a encore quelques mois de cela. Alors, bien sûr, on peut donner des explications économiques, on peut donner des explications politiques, on peut donner des explications sociologiques. Bon, il y a beaucoup de personnes ici qui sont sur la psychanalyse, sur la réflexion de ce qu'est l'être humain. Le forum que vous organisez, c'est un forum anti-haine. Et j'ai envie de dire que avant la haine, il y a la peur. La peur. Pour moi, c'est la première des explications. Alors, la peur est un sentiment humain qui est tout à fait répandu et qui est évidemment beaucoup plus fort dans les périodes où on se sent davantage menacé. Alors, tenter d'expliquer le Front National, le vote Front National, c'est interroger, me semble-t-il, d'abord l'être dans ce qu'il a de plus intime. Et je me répète, dans ses peurs, fruit de son ignorance, la haine venant finalement dans un second temps. Alors, effectivement, j'ai une expérience de terrain. Je suis maire d'une ville assez importante en nombre d'habitants, 20 000 habitants. Pour les Bouches-du-Rhône, ça la situe dans les 10, 12 premières villes du département. C'est une ville où le Front National, je ne vous le cache pas, fait un score très important. Très important. Je devrais théoriquement pas être maire d'une ville comme les Pennes-Mirabeau, Le Pen. Tiens, j'avais pas fait le... J'ai bien fait de venir chez les psys quand même. Hein. Voilà. Bon, enfin ça c'est pour l'anecdote. Il était temps. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais beaucoup moins drôle. Il a fait plus de 50% au dernier régional. Je devrais pas être maire d'une ville comme celle-là. Et pourtant, quitte à choquer les âmes sensibles, en aucune manière, je ne méprise les gens qui votent Front National. En aucune manière. Ils ont peur. Ont peur de quoi? Peur de l'autre d'abord, dans sa différence, comme menace de son identité, voire de son intégrité. Mais aussi, et c'est là où je veux en venir, dans sa différence en tant qu'inconnu. Bon, vous savez, j'ai pas la langue de bois, on peut dire les choses clairement. Si j'interroge 100 de mes administrés au Pennes-Mirabeau et que je leur dis, mais tu es dans une ville sociologiquement assez favorisée, on y vit plutôt de façon confortable, le cadre, la qualité de vie sont plutôt sympas, pourquoi ? Alors, cette question, vous pensez bien que d'autres que moi l'ont abordée, en sociologie en particulier, et on parle des franges périurbaines. Le Front National fait des scores plus importants dans ces zones-là que, mettons, dans les quartiers nord de Marseille, où pourtant on pourrait imaginer que les choses sont plus difficiles à vivre. C'est une réalité que j'ai bien étudiée chiffre par chiffre. Chiffre par chiffre. Donc c'est la peur. Et j'ai posé cette question parce que, en tant que médecin, ça m'est facile de parler aux gens en leur disant, écoute, bon, tu votes Front National, ça va, discutons. Pourquoi ? Le mot est extrêmement réducteur. C'est lié aux questions d'immigration. Il ne faut pas se cacher derrière le petit mot. C'est la seule explication qui m'est donnée chez moi. Et encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile que je suis en train de dire. Je ne vous fais que parler de mon expérience, là, d'élu de terrain. Donc c'est une question de peur et en même temps de bouc émissaire pour expliquer une partie de ses propres échecs. C'est la faute de l'autre dans sa différence. C'est la faute... Alors, l'antisémitisme n'est plus à la mode. Quoique.
Mais il y a un amalgame, je ne veux pas aller dans la digression, mais il y a un amalgame, antisémitisme, antisionisme, enfin, les choses sont extrêmement compliquées. Il existe, alors bien sûr, on associe volontiers l'antisémitisme à l'extrême droite. Il y a aussi un antisémitisme à gauche qui est habillé d'antisionisme. Bon, bref, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il est certain qu'on a peur de l'autre dans sa différence. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aborder la question liée à l'immigration, liée à l'islam, quitte à tomber dans le discours de la plupart de ceux-là comme un discours d'islamophobie, purement et simplement, largement alimenté, bien évidemment, par les événements nationaux et internationaux. Mais dans une ville comme les Pennes Mirabeau, encore une fois, ces sentiments-là sont très forts. Et les gens qui souvent vivent aux Pennes Mirabeau, mis à part les vieux habitants des Pennes Mirabeau, pour des raisons évidentes, il y en a de moins en moins, sont des gens, et vous allez m'excuser la brutalité du propos, hein, c'est la réalité, c'est la façon dont ils me décrivent les choses, sont des gens qui ont fui certains quartiers qu'ils considéraient comme désormais invivables et qui, de ce point de vue, voulaient vivre justement dans ce cadre et cette qualité de vie en paix. Autrement dit, j'ai mon pavillon, ça me suffit, foutez-moi la paix, je veux rien d'autre. Et ces gens-là votent Front National. Ces gens-là votent Front National. Bon, ça c'est une explication loco-locale et je vais peut-être en rester là par rapport au temps de parole qui m'est imparti. Alors je sais, cher Michel Amiel, que c'est un peu frustrant mon rôle, j'ai le mauvais rôle, mais c'est un petit peu le propre de la rencontre. Alors, David Cormand, si vous voulez intervenir. Oui. D'abord, un grand merci pour votre invitation et puis pour votre initiative, parce que on est dans un moment où, d'ailleurs, depuis des années, hein, je pense que votre initiative, d'ailleurs, dure depuis un certain moment, et on a l'impression... vous savez, moi, je suis écologiste, donc c'est un petit peu comme la montée des océans. C'est-à-dire que on pense que c'est un vrai problème, ou le changement climatique, mais on a du mal à s'attaquer aux causes profondes, et on se dit que c'est sur une digue qu'on va réussir à dresser, qu'on va faire reculer les causes qui, c'est ça le cœur de mon propos, les causes, de mon point de vue, structurantes, qui expliquent que l'extrême droite explose électoralement, pas seulement en France. C'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, avoir un petit pas de recul pour constater que dans beaucoup de pays occidentaux, l'extrême droite, sous des formes d'ailleurs différentes, conquiert des places fortes au niveau électoral. Vous en avez parlé d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, qui a pourtant, alors on peut beaucoup dire des États-Unis, mais qui est quand même une démocratie qui a des défauts, mais puissante, ou un pays d'émigration qui s'est construit d'ailleurs là-dessus. Et malgré tout, une forme d'extrême droite, celle de Donald Trump, arrive au pouvoir. On le voit depuis un certain nombre d'années en Europe, et puis évidemment, on le voit en France. Sur la France, sur les causes structurantes, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. On a eu, je pense, trop longtemps eu le réflexe de penser que le vote d'extrême droite était uniquement un vote de protestation, de colère. C'est vrai, mais de mon point de vue, il s'appuie sur des bases idéologiques, politiques, extrêmement profondes, puissantes et, par exemple, très ancrées en France. L'extrême droite en France, elle n'est pas née avec Jean-Marie Le Pen au début des années 70. Il y a des mouvements, que ce soit les ligues dans les années 30, l'antiparlementarisme qui s'en est suivi, évidemment l'épisode de l'occupation avec le pétinisme. C'est quelque chose, on l'a vu aussi pendant la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui idéologiquement existe. Et la force aujourd'hui du Front National, c'est d'être parvenu à coaliser une offre politique avec des familles différentes issues de l'extrême droite, mais qui ont pourtant des origines différentes. D'ailleurs, vous le savez, dans votre région, on voit que la ligne politique de Marion Maréchal-Le Pen, c'est pas tout à fait la même que celle de sa tante, de Marine Le Pen. Et pourtant, tout ça réussit à coaliser et à faire une offre politique qui apparaît cohérente. Et je pense que tant qu'on n'a pas cette analyse-là, c'est très compliqué de contrer sur le front l'offre du Front National. Il y a aussi
Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays occidentaux, l'extrême droite augmente, un phénomène ou une situation politique globale qui fait qu'il y a une appétence pour l'antisystème, que, c'est pas pour faire des mots, mais que je sépare de l'alter-système. C'est-à-dire l'antisystème, c'est pas changer le système de façon positive, c'est la jubilation, et vous en parliez dans votre propos introductif, la jubilation un peu morbide de tout faire tomber. Peu importe ce que ça donne après, tous les autres nous sont insupportables, donc il y a une jubilation à dire on va les mettre en minorité. Tous les autres, on va les mettre en minorité. Typiquement, aux États-Unis, l'offre politique de Trump, de mon point de vue, elle gagne parce que l'offre alternative, qui était celle d'Hillary Clinton, incarnait pour beaucoup de gens l'establishment, le système. Et donc il y avait cette jubilation-là à dire on va les mettre par terre. Et pourquoi il y a une appétence pour l'antisystème ? Parce que, entre mille guillemets, le système n'arrive pas à répondre aux crises. Et aujourd'hui, tant au niveau des classes populaires qu'au niveau de classes moyennes déclassées, on en parlait dans l'intervention précédente, des gens qui ont quitté certains secteurs pour vivre en périurbain, s'acheter la petite maison pour avoir, et qui se sentent quelque part prisonniers de l'endroit où ils vivent. Et donc il y a une frustration qui s'accumule liée aux crises. Et là, je crois qu'il y a, pour moi, un déficit d'offres politiques alternatives positives. C'est-à-dire qu'en gros, ma conviction, c'est que le paysage politique auquel on était habitué, où, grosso modo, depuis l'après-guerre, il y avait une alternance entre la gauche et la droite, je ne suis pas en train de dire du tout que c'est la même chose. En tout cas, ça ne l'était pas, en tout cas à l'époque. Petit à petit, il y a ce que Alain Minck, en 1995, appelait le cercle de la raison. C'était pour la campagne de Balladur. Il dit, grosso modo, le système, c'est comme ça. Et il faut s'en accommoder. Bien sûr, on peut l'aménager à la marge. Pour plein de gens, tout ça est insupportable. Et comme la seule offre qui dit, mais nous, on remet ça en question aujourd'hui, c'est l'extrême droite arrive à collecter un électorat qui pourrait être attiré vers une autre offre politique si elle existait. Aujourd'hui, elle commence à se formaliser, mais on voit qu'elle n'est pas suffisamment prégnante dans le paysage politique. Autre point qui, de mon point de vue, explique la prospérité de l'offre d'extrême droite, c'est que, pour parler vite et simple, la gauche a déserté le débat d'idées. Pendant des années, on a parlé, on est dans un lieu de culture ici, par exemple, et y compris dans les offres politiques de gauche traditionnelles, on entend assez peu parler de la défense de la culture, de l'accès à la culture. Pareil, on a parlé pendant des années d'éducation populaire. Ça aussi, ce sont des imaginaires qui, petit à petit, de mon point de vue, s'étiolent. Et pendant ce temps-là, il y a une pensée qui devient majoritaire. Et vous savez, moi, en tant qu'écolo, je suis assez fan de Gramsci, qui dit que les majorités politiques sont précédées des majorités d'idées, et des majorités culturelles, en l'occurrence, c'est son expression. Et on voit fleurir depuis des années, vous savez, tous les bouquins de Zemmour, très déclinistes. Et j'en parlais avec un député écologiste autrichien. Vous savez qu'en Autriche, il y a eu une élection présidentielle récente où, de très peu, l'extrême droite a été mise en échec par une candidature citoyenne soutenue par les écolos, mais peu importe que ce soit les écolos, mais j'en parlais avec un député autrichien qui disait que toute leur campagne électorale, présidentielle, alors que l'extrême droite faisait campagne sur « regardez notre pays, comme il devient laid, comme il devient moche, comme on ne peut plus rien faire, comme c'est terrible, comme tout va de mal en pis, regardez comme c'était mieux avant », espèce de nostalgie fantasmée d'un âge d'or qui en réalité n'a jamais vraiment existé, mais c'est comme ça que c'est vendu. Et en face, dire non, notre pays, il a des qualités, il est beau, regardez, alors je parle de l'Autriche, là, il y a des montagnes, économiquement ça va pas si mal, etc. Et toute leur campagne, ça a été de contrer l'espèce de paysage que voulait leur imposer l'extrême droite. Et en France, on a ce souci-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un paradoxe, le FN qui prétend aimer la France n'arrête pas d'en dire que du mal. Ils expliquent sans cesse que c'est terrible, qu'on décline, que ça va mal terminer ou quoi. Et ça, ce combat d'idées sur refuser de se laisser imposer ce paysage-là, il est fondamental. Puisque si on intériorise ce qu'ils disent, c'est la défaite, à terme, est assurée. Dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, parler de l'histoire de l'islam. Il y a quelque chose d'incroyable avec les attentats que nous avons subis, où, en réalité, le FN a pris une sorte de leadership, en tout cas idéologique, pour expliquer qu'ils étaient le barrage
à ces événements qui arrivaient. Bon, évidemment, nous, on est plutôt convaincus que c'est faux, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en réalité, entre Daesh, et je m'excuse d'être un peu caricatural, mais je veux bien me faire comprendre, entre Daesh et l'extrême droite, ces deux offres politiques-là, parce que Daesh, c'est une offre politique terroriste qui utilise des armes du terrorisme, mais c'est une offre politique, ont la même représentation du monde. Ils refusent le cosmopolitisme. Ils pensent qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et l'EFN essaye de nous imposer un débat politique qui semblerait dire soit vous êtes d'accord avec nous, soit vous êtes d'accord avec eux. Et là encore, le rôle du politique, c'est de refuser de se laisser imposer un champ de bataille qui, in fine, ne profitera qu'à l'extrême droite. Je conclue là parce qu'après, là j'ai posé les problèmes, peut-être qu'il y aura des idées de solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va demander à Alain Ayot. Merci Hervé, merci Richard Martin de nous accueillir et surtout d'avoir rendu hommage à Armand Gatti. Armand Gatti était un antifasciste de conséquence. Voilà, et ce qu'il a fait à Marseille était dans cette veine-là. Moi, j'ai cette particularité d'avoir une double casquette de sociologue et de responsable politique, mais en même temps, je ne suis plus élu et je m'en porte très bien. Je voudrais effectivement rappeler dans un premier temps et très brièvement pourquoi il y a eu urgence à affronter et à combattre le Front National. On m'a demandé de mettre une phrase à l'entrée. J'ai paraphrasé une phrase célèbre de Marx qui disait jusqu'à présent, les philosophes ont interprété le monde. Désormais, il s'agit de le transformer. Moi, je pense que jusqu'à présent, on a beaucoup observé le FN, mais que désormais, il s'agit de le combattre et il s'agit de le faire reculer. Et c'est un enjeu pour les politiques, c'est un enjeu pour une reconquête de nature culturelle, mais c'est aussi un enjeu fort à tous les niveaux de la société en termes sociaux comme en termes économiques, etc. Je voudrais dire qu'il y a trois choses qui doivent nous alerter. Ce que vient de dire David Cormand à l'instant, je le partage. D'abord le fait que nous n'avons plus affaire, je l'ai encore lu récemment, ça m'a fait sursauter, à un vote protestataire. C'est une plaisanterie. Toutes les études nous disent aujourd'hui que 80% des gens qui se décident et qui ont décidé d'aller voter Marine Le Pen, 80% d'entre eux disent qu'ils ne changeront pas d'avis. Et on me dit parfois dans des débats, oui, mais ils n'ont pas lu le programme. Mais ils adhèrent à une vision de la société. Ils adhèrent à une vision, à des valeurs. Voilà. Et deuxième idée, le problème, c'est que le corpus d'idées nationalistes, xénophobes, obscurantistes, autoritaires que charrie le Front National n'a pas eu d'effet uniquement sur l'électorat qu'il a constitué de manière très large autour de lui. Ce corpus d'idées, il a eu des effets dans toute la société française. Il nous a empêchés d'aller au bout de certains débats. Je pense par exemple au droit de vote des résidents étrangers. Il a failli nous imposer la déchéance de nationalité. Il nous a imposé l'idée que la tolérance zéro était la seule possibilité en matière de lutte contre la sécurité, etc. Et je pourrais, l'IVG, voilà, la préférence nationale, je pourrais développer très largement. Et ça, c'est très, 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 très grave. Voilà. Et troisièmement, je crois qu'effectivement, nous sommes tous convaincus que les digues érigées à l'issue du combat contre le fascisme et le nazisme ont quasiment sauté, et qu'il nous faut affronter l'extrême droite telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle appréhende les enjeux d'aujourd'hui et telle qu'elle les définit et la manière dont elle se bat. Voilà. Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais battu pour la laïcité. Marine Le Pen, elle, invoque la laïcité pour en faire une machine de guerre contre une religion. Mais ça doit aussi nous amener à dire qu'il n'y a pas de plafond de verre. Et ceux qui veulent se rassurer à bon compte
en disant que quoi qu'il arrive, elle sera battue au second tour, ferait mieux de réfléchir à ce qui est arrivé à Hillary Clinton, à ce qui est arrivé en Angleterre avec le Brexit, à ce qui est arrivé en Pologne, en Hongrie, en Russie, avec Poutine, etc., etc. C'est-à-dire cette montée incroyable de courants politiques qui sont des courants profondément nationalistes, mais qui se situent aussi dans le camp de l'ordre établi et d'un ordre inégalitaire. Je vais y revenir. Il nous faut donc impérativement maintenant affronter. Voilà. Ça suppose en premier lieu de cesser de légitimer le discours lepéniste. Dans les mots comme dans les actes, je n'ai pas besoin de faire l'inventaire de tous ces mots et de toutes ces démarches qui nous ont conduits d'une certaine façon, sous prétexte de tenir compte de ce que disait l'extrême droite parce qu'elle était écoutée, de dire qu'après tout, il posait les bonnes questions, mais ils apportaient les mauvaises réponses. Le Front National ne pose ni les bonnes questions, ni n'apporte les bonnes réponses. Voilà. Ça suppose en second lieu de démonter une par une les fausses évidences assénées par le FN et ses facsimilés. Non, l'immigration ne coûte pas, elle rapporte. Non, l'immigration n'est pas un problème, c'est une solution et c'est même une richesse. Voilà. Non, la préférence nationale n'est pas compatible avec la République et en aucun cas elle ne peut constituer une solution à la crise. Non, la laïcité, je l'ai dit, n'est pas une machine de guerre contre une religion, l'islam, mais tout au contraire, elle est un ferment, c'est ce que disait Jaurès, ferment d'égalité, ferment de reconnaissance de l'autre, du vivre et du faire ensemble. Du vivre et du faire ensemble. Moi, je ne milite pas que pour le vivre ensemble. Non, Marine Le Pen ne défend pas le peuple, elle le divise et elle le livre pieds et poings liés à ceux qui l'exploitent et le dominent et tente de l'aliéner à une nouvelle forme de servitude volontaire. Cela suppose enfin de comprendre ce qui permet au FN de prospérer et de semer la haine et la division. C'est là sans doute, m'excuse d'aller un petit peu vite, mais je crains les interventions d'Hervé, c'est là sans doute ce qui nous sépare autour de cette table. J'espère que non, mais on va avoir le débat. Voilà. Le FN exploite les colères et les frustrations des victimes des politiques libérales, austéritaires, antisociales, antidémocratiques qui sont menées depuis des années. Il les exploite d'autant plus facilement. Il les exploite, excusez-moi, vous me faites perdre du temps, il les exploite d'autant plus facilement qu'elles sont menées un coup au nom de la droite, un coup au nom de la gauche, et demain matin, on va nous dire qu'il faut les mener au nom de la droite et de la gauche. Voilà, je le dis aussi clairement que ça. Précarisation généralisée des catégories populaires, à laquelle s'ajoutent des discriminations qui frappent une grande partie de ces catégories populaires. Parce que la France a cette tradition que sa classe ouvrière, que ses classes populaires ont toujours été des lieux de métissage, de mélange et d'apport de migration externe. Et donc il n'y a pas d'exploitation économique et sociale qui ne s'accompagne pas, et c'est le cas aujourd'hui, de discrimination raciste. Voilà. Non, mais je ne serai pas très long. J'en ai plus très long. Mais c'est pas par rapport à toi, c'est parce qu'il y a des personnes à la table qui doivent absolument et impérativement partir à 16h. Ok. Alors après, si tu veux, on pourrait peut-être... Non, mais là, Hervé, tu me fais perdre du temps. Laisse-moi finir, je t'assure que je n'en ai plus pour très longtemps. Voilà. Patrick, franchement, tu aurais pu t'éviter ce genre de remarques. Donc là, voilà, etc. Oui, je dis qu'à ce phénomène de précarisation généralisée des catégories populaires s'ajoute aussi le déclassement des classes moyennes, le déclassement social des classes moyennes. Et je peux vous dire que celui-là, il n'est pas pour rien dans le développement récent du vote FN, notamment dans le périurbain et le périrural. Et donc, d'une certaine façon, il nous faut un projet de cette nature-là, ces politiques libérales, ne peut s'opposer à celui du Front National, parce qu'il alimente le prétendu discours alternatif dont parlait David Cormand sur la mondialisation financière que porte Le Pen. Les libéraux face au FN, parce qu'ils sont comme la poule devant un couteau, ils ne peuvent pas dénoncer l'imposture que représente le discours lepéniste,
notamment par exemple sur la question sociale. Par exemple, Marine Le Pen ne veut pas d'augmentation du SMIC, mais les libéraux ne peuvent pas dénoncer ça parce qu'eux non plus ne veulent pas de l'augmentation du SMIC. Elle s'est battue contre les manifestants qui manifestaient contre la loi travail, mais bien évidemment, les libéraux, eux, sont derrière la loi travail. Ils veulent même aller plus loin dans ce domaine-là. Ils ne peuvent lui reprocher de maintenir la Ve République. Marine Le Pen veut le 49-3 et les ordonnances, mais elle n'est pas la seule. Hein. Voilà. Donc c'est difficile, effectivement, d'affronter les choses. En fait, pour terminer sur une note un peu d'ouverture, Marine Le Pen comme Trump aux USA, Poutine en Russie, Theresa May en Grande-Bretagne veulent imposer au capitalisme mondialisé une autre formule capitaliste, un capitalisme nationaliste, autoritaire, identitaire, America First. Vous connaissez bien, mais elle ne l'a pas encore traduit en français, mais elle ne va pas tarder à le faire, puisque maintenant c'est son modèle, Trump. C'est un changement de règles qu'ils veulent imposer, mais pas un changement de système. Et pour se déjouer ce piège redoutable, pour faire reculer cette nouvelle peste brune, on ne peut pas lui opposer le choléra financier. Il faut rompre avec l'ensemble des politiques qui sont dictées par l'argent et qui sont dictées par la domination. Il faut porter un projet de société qui renoue avec des valeurs de solidarité, de partage, de bien commun et de service public, de démocratie citoyenne et de paix, de développement humain et écologique et culturel. Il faut procéder effectivement à une reconquête d'une hégémonie culturelle au sens où Gramsci l'entend. Il faut avoir l'ambition et le courage politique de faire vivre réellement et concrètement dans une nouvelle République des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Je vous demande votre indulgence pour la longueur de mon propos. Hervé, est-ce que tu me permets une publicité? Il y a 3 semaines, j'ai sorti avec Pierre Laurent un petit ouvrage qui s'appelle Front National, l'imposture, droite, le danger, 20 répliques à leur programme. Je tenais quand même à vous le dire parce qu'il est tout frais, il a 3 semaines. Voilà. Et c'est un instrument de lutte. C'est un instrument de lutte. Et rassurez-vous, je ne touche aucun droit d'auteur. Bon. Alors, mon rôle absolument ingrat, antipathique, c'est de m'occuper de la montre. Donc, je souhaiterais que chacun puisse intervenir avant 16 heures. Il faut qu'on fasse avec les contraintes de chacun. Donc, je passe la parole à Christian Kert par rapport à ce qu'on débat. Merci de votre accueil et merci du choix thématique anti-haine. Alors, de la même façon que Michel Amiel ne devrait pas être maire des Pennes Mirabeau si l'on s'en tient au score du Front National dans sa commune, je ne devrais pas être le député des Pennes Mirabeau, puisque nous observons les mêmes scores du Front National, 51% sur sa commune pour le Front National au premier tour des élections régionales. Ça nous conduit tous les deux, même si on ne siège pas sur le même banc, lui au Sénat et moi à l'Assemblée nationale, à nous interroger sur ce phénomène et à essayer de le vaincre ensemble, parce que c'est ensemble qu'on pourra le vaincre. Tout à l'heure, Michel disait ce sont les peurs. Bon, moi je crois qu'il y a une notion assez profonde, c'est la notion d'ignorance. Moi je crois que les électrices et les électeurs du Front National sont des gens qui veulent bien ou qui ignorent le fonctionnement de la société. Il y a quelques années, j'avais demandé à des étudiants de Sciences Po, à Aix, de faire une analyse à la sortie des urnes de je ne sais plus quelle élection. Ils demandaient aux gens s'il y en avait qui avaient voté Front National et si oui, il y avait un petit questionnaire. Et on s'était rendu compte que les électrices et les électeurs du Front National étaient parmi les gens qui voyageaient le moins à travers le monde. Ce qui veut dire que c'est vraiment un électorat captif, l'électorat qui a peur de l'autre parce qu'il ne le connaît pas. Il y a un vrai problème d'ignorance. Vous savez, le secrétaire général de Amnesty International, au début de cette année, a fait un constat. Il a dit « Le monde est devenu encore plus sombre et plus instable ». Et c'est vrai. Et les intervenants précédents ont tous fait référence à la situation internationale, singulièrement aux États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis. Quand on entend
les propos extrêmement clivants d'un Viktor Orban, de Trump bien sûr, de Erdogan, on se rend compte que ce sont des leaders nationaux qui s'acharnent sur des groupes particuliers de la population. Et ça, c'est vraiment la cible. Le Front National, bien sûr, fait son miel de ces propos-là, qu'on peut résumer en fait à nous contre eux. Nous, les Français d'origine, bien contre les autres, contre le monde qui nous envahit. Et c'est là où on a tous un problème, qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, c'est que par rapport à ce problème d'immigration, nous ne tenons pas, heureusement, le discours qu'attendent les électrices et les électeurs du Front National. Et heureusement, nous ne le tiendrons jamais. Mais c'est là la difficulté. Comment aller récupérer dans le Front National un électorat qui est sensible à cette thématique-là? Il n'y a pas que l'immigration. Il y a aussi le fait qu'on essaie de dresser les catégories les unes contre les autres. On utilise les immigrés en disant ils prennent le travail des Français et les patrons les utilisent. Et donc, au passage, on en profite pour monter les Français contre les immigrés, les ouvriers contre les patrons contre les ouvriers. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette rhétorique terrible? C'est séparer, diviser, alors que nous essayons de permettre le vivre ensemble. Je voudrais attirer juste votre attention sur le fait que, comme nous parlons de la lutte contre les haines, il a émergé donc depuis la fin du siècle dernier la haine sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous alerter sur le fait que c'est extrêmement grave. À l'Assemblée nationale, on a un groupe de travail, j'imagine qu'il y en a un au Sénat, sur ces thématiques-là. Alors, bien sûr, le FN utilise les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que le FN. Il y a quantité de gens, quantité de groupuscules, ils sont organisés, qui diffusent sur les réseaux sociaux des messages qui sont une véritable honte. Une véritable honte. Et le problème de la France, chers amis, c'est qu'on n'est pas très bien outillé là-dessus. Sachez que c'est la loi de 1881, la loi sur la liberté de la presse, qui continue pour l'instant à faire foi pour maîtriser Internet, Facebook, bien. Et vous le savez, Facebook, Twitter, ce sont des hébergeurs, pour la plupart venus des États-Unis. Et on n'arrive pas, bien entendu, pour l'instant, on n'a pas cette police internationale qui fasse qu'on puisse mettre de l'ordre. Et quelle que soit la bonne volonté des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, alternativement de droite ou de gauche, pour l'instant, nous laissons sur les réseaux sociaux s'installer des propos extrêmement haineux, qui rejoignent bien entendu les propos du Front National, qui les relaient, qui les multiplient. Et je pense que nous devrons tous, les élus nationaux, nous pencher sur cette question-là. Parce qu'il en va vraiment totalement de nos libertés. C'est vraiment extrêmement important. Pour en revenir au Front National, bon, on est là pour s'interroger comment lutter contre le Front National, diviseur, bien entendu. Moi, je crois que, certes, les politiques, on a notre part de responsabilité. Mais je crois qu'il y a un véritable sursaut citoyen. Alors peut-être c'est aux politiques de le susciter, mais on a vraiment besoin d'un sursaut citoyen. On a besoin que des citoyennes et des citoyens nous aident dans cette lutte. Alors c'est au quotidien, c'est localement. Avec Michel Amiel, localement, on fait ce qu'on peut pour aller à travers sa commune et pour ce qui me concerne à travers les autres communes, en essayant de décrypter un peu ce qui peut faire que lorsqu'on croise 2 habitants au panneau Mirabeau, on est certain qu'il y en a un qui a voté FN. C'est intolérable. Alors, c'est quoi? Un intervenant tout à l'heure avant nous le disait, c'est bon, les questions de logement, les questions économiques. Bien sûr, car c'est ça le fond du problème. C'est que Marine Le Pen et son père avant ont légitimé leurs propos par les difficultés. Les difficultés et l'immigration. Alors, ce n'est pas à vous, les Marseillais, que je vais rappeler qu'au XIXe siècle, il y avait eu des révoltes contre les Italiens, ici. Il y avait eu des blessés, il y avait eu des émeutes contre les Italiens. Au XIXe siècle. Pas beaucoup, mais non, mais ça dénote simplement qu'à un moment où ça ne va pas bien dans une société,
C'est vers l'autre que ça se tourne. C'est vers l'autre. Et comme notre société est une société économiquement difficile, il y a un terreau contre lequel il est difficile de lutter. Nous sommes là pour parler de lutter contre les haines, contre la haine, contre les haines. Pas seulement, je crois, de lutter contre le FN, quoique, mais c'est vraiment vers un courant extrêmement difficile de nos sociétés qu'il faut que nous tendions ensemble à nous battre, parce que sinon, aux questions économiques, aux difficultés financières et aux difficultés sociales, nous aurons là une vraie fracture de société. Donc votre table ronde me paraît importante à ce moment particulier de la vie politique française. Alors, Patrick Menucci. Merci, professeur. Dernière parole de Christian Kerst me font penser que je suis toujours demandé, parce qu'il faisait référence aux Italiens, je suis d'origine italienne, et comment mon grand-père, qui est arrivé en 1910 et qui habitait dans le quartier de la Cabucelle, s'est intégré, enfin, je veux dire, est devenu français, la famille, enfin, tout le monde. Et alors, un peu parce qu'il a fait la guerre de 14 dans les troupes françaises, mais je crois surtout parce qu'ensuite il a adhéré au Parti communiste et qui avait dans les quartiers nord de Marseille, des gens qui répondaient. Je ne vais pas faire, vous savez, je suis pas communiste, je ne vais pas faire le panégérique, mais je sais à cette époque-là, pour en avoir parlé avec lui, parce que jusqu'à la fin de sa vie, il a lu la Marseillaise, et que c'était quelque chose d'extrêmement important pour lui, même si après on avait d'autres discussions, même si ses enfants ensuite ont fait d'autres choix, ou ses petits-enfants. Mais je dis ça pourquoi ? Je dis parce qu'il avait quelque chose auquel, bon, ils étaient très pauvres, ils étaient portefaix sur les quais, mais ils étaient inclus dans une société qu'avait réussi à créer, particulièrement dans cet endroit, dans les quartiers nord de Marseille. Et ça me fait penser que c'est quelque chose qui manque. Je dis pas le Parti communiste français, il manque pas, puisqu'il est là, il y a pas de problème. Non mais il est là, il est présent, il est dans la salle, il est très présent dans les élections présidentielles. Tant mieux, c'est normal, ça fait partie de notre histoire. Mais voilà, je crois qu'il manque aussi cette façon-là, au fond, de prendre en main les choses dans des quartiers qui n'existent plus pour des raisons qu'on connaît tous. Alors moi, je voudrais juste résumer, parce que beaucoup de choses ont dit, ma pensée. Je pense qu'il y a deux façons de combattre le Front National dans le discours. Je crois que d'abord, il faut essayer de le combattre dans le discours, mais quand on est au pouvoir, d'agir avec des programmes, avec des mesures. Alors, après, on se pose la question, est-ce que quand on est bon en politique, est-ce que quand le gouvernement fait des choses positives, le Front National régresse ? C'est parce qu'on entend souvent, c'est les politiques d'austérité, Alain l'a dit, il y a du vrai dedans, il y a d'autres choses sans doute qui sont un peu plus compliquées, mais regardons Lionel Jospin, il avait plutôt fait un bon travail entre 1997 et 2002 avec un accord assez général de la gauche. Il a été éliminé. Au deuxième tour, il y avait le père Le Pen. Mais le père Le Pen, il était à 16%. Donc il était présent, mais il était à 16%. Donc il faut aussi regarder que même s'il était présent, il était, excusez-moi de l'expression, qu'à 16%. On vient de dire qu'au Pen Mirabeau, le Front National est à, je ne sais pas, 50. À Miramas, il est à 45. Il y a un tas de communes du département où le Front National est très haut, y compris dans un certain nombre de secteurs de Marseille. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Est-ce que c'est uniquement les programmes politiques ? Je pense qu'en grande partie, les programmes politiques ont un rôle. Quand le pouvoir réussit à donner une vision, une volonté, l'idée qu'on fait pays ensemble, qu'on fait commun ensemble, qu'on s'occupe des plus défavorisés, je crois que le Front National recule. Et je pense que l'un des problèmes que nous avons eu dans ce quinquennat, c'est cette incapacité à faire voir cela, y compris avec les questions
écologistes qui sont essentiels aujourd'hui dans la campagne, puisqu'au moins 2 candidats se sont saisis très sérieusement de ces éléments, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, qui aujourd'hui sont des éléments tout à fait décisifs de notre avenir, c'est-à-dire ce qui se passe pour notre avenir. Voilà, je crois ça. Ensuite, je me dis, au fond, comment lutter? Je dis, il y a 2 façons. Il y a la première façon, qui, je crois, devrait être la nôtre, c'est être en rupture avec les thèmes et essayer d'expliquer ce qu'est le Front National. Un certain nombre ici l'ont fait, les raisons, le livre d'Alain Ayot, je pense aussi au livre de Sarah Proust, qui, bon, voilà, il y a un certain nombre d'intellectuels qui montrent comment les mensonges du Front National. Je crois qu'il ne faut pas arrêter de le faire. Et il faut poursuivre cela. C'est d'ailleurs ce que vous faites ici, même si dans notre public, évidemment, personne n'est dupe des mensonges du Front National. Je crois aussi qu'il faut, sur la question de l'enseignement, arrêter de croire que cette vision de la France, de Vercingétorix ou je ne sais quoi. Moi, je crois qu'il faut maintenant rentrer plus profondément dans notre histoire de la colonisation, notamment. Et je suis frappé, par exemple, le dernier livre, là, qui est très intéressant, de Patrick Boucheron, vous avez peut-être vu ça, Histoire mondiale de la France, qui est remarquable, essaye par un certain nombre d'articuler, puisqu'il y a plusieurs auteurs, d'expliquer cela. Moi, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas l'histoire de la colonisation. Pas plus quand Macron dit c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est pas exactement ça. Il n'y a pas eu la volonté de la part des pouvoirs publics français de liquider des populations, et plutôt l'idée d'en faire des esclaves ou voilà, de les exploiter plutôt que de les tuer. D'ailleurs, il s'est plus ou moins expliqué là-dessus, mais c'est aussi que l'histoire de la colonisation explique beaucoup de choses de ce que nous vivons aujourd'hui. Et si nous avons ce rejet de l'islam, de l'autre, des Maghrébins, et pourquoi il y a des Maghrébins ici, mais c'est parce que c'est notre histoire qu'il a voulu. C'est pas eux qui sont venus parce qu'ils avaient subitement l'idée de traverser la Méditerranée. C'est ce que nous avons fait en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais bien ailleurs, en Afrique et dans les Caraïbes, qui fait que cela est arrivé. Et je trouve que cette histoire-là, elle n'est pas expliquée clairement, elle n'est pas analysée de la bonne façon. Ensuite, je crois qu'il faut déspatialiser les territoires. Et là, je viens à l'autre phase. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je vais vous dire, pour lutter contre le Front National, je crois qu'il ne faut pas essayer de le copier. Je suis désolé, Christian Kert, je te connais, je sais, et je vois le boulot que tu fais à l'Assemblée nationale, et je n'ai aucun doute sur tes convictions profondes, mais quand je vois des parlementaires comme Éric Ciotti ou d'autres qui essayent, ou qui arrivent très bien d'ailleurs, de copier, parfois même d'être plus encore abusif que peut l'être Marine Le Pen. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, je pose une question. Quel est l'intérêt de poursuivre, comme ça a été fait par le Conseil général des Alpes-Maritimes, ce berger de la vallée de la Roya qui essayait de venir en aide à des pauvres jeunes démunis qui arrivaient des migrants? Que le gars ne respecte pas la loi, on a tous compris. Mais est-ce qu'on est toujours obligé de respecter la loi quand la question de l'humanité est en cause? Est-ce que c'est le rôle d'un conseil général? Est-ce que c'est le rôle d'un président d'un conseil général? Il y a des procureurs pour ça. Et le procureur, il est beaucoup plus, des Alpes-Maritimes, il est beaucoup plus prudent. Il est pas parce qu'il connaît la question de l'ordre public, notamment. Voilà. Alors, on voit bien quand même que, je parlais d'Éric Ciotti, que je connais bien, hein, j'ai fait un rapport avec lui sur le djihadisme, et je sais qu'il a aussi la capacité de faire autre chose que ça. Mais quand je l'écoute, je me dis, cette course à vouloir ressembler au Front National en pensant que parce qu'on fait cela, des gens vont se dire, alors ben ils ont raison, je vais pas voter pour le Front, mais je vais voter pour eux. Je pense que c'est voué à l'échec, comme je pense que l'arrêté anti-Burkini qu'a pris Michel Amiel au mois de juillet, au mois d'août 2016 dans sa commune était un élément qui, pour moi,
était un élément qui mettait en cause la question de la laïcité. D'ailleurs, ça a été jugé ensuite par, pas le tien, mais d'autres ont été jugés par oui, c'est pas le même sujet, mais moi, je te dis une chose, c'est que je sais qu'il y a des femmes qui sont... Non, je peux finir ? Bon. Je sais qu'il y a des femmes qui portent des burkinis, franchement... Moi, je suis comme toi, j'aime pas les burkinis, je préfère avoir des femmes, voilà. Bon, il ne va pas se cacher, on le sait. Mais en même temps, je pense que ce type d'acte, c'est typiquement le type d'acte qui renforce les électeurs du Front National dans l'idée qu'ils ont raison. Parce que la seule façon de leur démontrer qu'ils ont tort, c'est de faire ce qu'a fait trop tardivement d'ailleurs le président de la République en ayant entendu un mois que ce débat ait lieu au mois d'août, de montrer quelle est la loi de 1905, c'est-à-dire celle qui autorise des choses précises et qui en interdit d'autres. Comme ces choses-là ne sont pas interdites, à partir du moment où tu veux les interdire, ça veut dire que tu modifies cette loi et que tu rentres donc dans la logique qui nous est proposée par ceux qui veulent différencier les individus dans cette société. Je préférerais que personne ne se mette de signes de ce type-là, qui ne sont pas des signes religieux d'ailleurs, mais je constate que ça existe et moi, je pense que la société doit être inclusive et que c'est l'éducation, le travail que nous ferons qui fera peut-être le Parti communiste, comme pour mon grand-père, de devenir un bon Français. Il est 16 heures. Donc je crois que d'une certaine façon, le débat a été inclus à l'intérieur des exposés. Je remercie vraiment chacun des invités de cette table. Nous aurions pu discuter beaucoup plus, introduire un débat. Bon, une autre occasion. Je crois que c'est un premier pas avec les élus ou les représentants des partis. Donc je vous remercie tous particulièrement de votre venue et de vos propos.